Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo de niveau 3e sur l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Ce sont deux notions qui sont peut-être un petit peu difficiles à appréhender. Je vais essayer de mettre du sens dans tout ça et en même temps on va résoudre ces problèmes-là à travers un exercice qui, si vous le savez le faire en entier, seul, sans correction, sans rien du tout, a priori vous avez tout compris à ce chapitre-là et dans ce cas-là vous pouvez mettre ça de côté. Alors, il faut savoir que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, ce sont deux énergies qui sont extrêmement importantes. Si vous souhaitez continuer après derrière dans un cursus lycée, éventuellement spé physique, je vous le souhaite, eh bien, il va falloir bien maîtriser ça. Et en fait, quand on commence à mettre du sens dans les choses qu'on apprend en physique-chimie, on se rend compte qu'on les retient beaucoup plus et beaucoup plus longtemps. Donc, je vais vous mettre au fur et à mesure le petit exercice qui va apparaître. Et on va essayer de le résoudre en même temps que moi. Mettez pause sur la vidéo, essayez de répondre à la question. Si vous n'y arrivez pas, vous regardez et vous refaites après derrière chez vous si vous avez besoin éventuellement de refaire et pour bien maîtriser tout ça. Donc nous avons un petit exercice sur lequel nous avons un gnou qui est en train de se faire pourchasser par une lionne. Ce gnou, on nous dit, toujours important, n'hésitez pas à vous faire un petit brouillon. Ce brouillon il va vous permettre après derrière de noter toutes les informations chiffrées ou éventuellement vous surligner sur votre sujet. En tout cas, faites quelque chose, surtout si vous avez du mal à vous organiser, ça vous permettra derrière de mieux organiser tout ce que vous avez et vous pourrez ensuite en déduire les formules qu'il vous faut quand vous en avez besoin. Je tiens à rappeler que normalement en 3e, vous n'êtes pas forcément censé connaître par cœur les formules d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. Par la suite, il le faudra. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Après, on va juste essayer de mettre du sens derrière tout ça. On vous dit donc que j'ai un gnou qui pèse donc 250 kg. Et j'ai une lionne qui, elle, pèse 130 kg. Ok. Bon, peu importe sur les masses, si c'est vrai ou pas, ça n'a pas d'importance. Première question, qui est une question qui est juste là pour vous mettre un petit peu en confiance. Alors bien évidemment, si vous n'y arrivez pas, ça ne va pas vous mettre en confiance, mais dans l'idée, c'est juste là pour avoir un premier résultat qu'on va ensuite utiliser. N'oubliez pas que dans un exercice, que ce soit en mathématiques ou en physique-chimie, et je pense pas me tromper si je vous dis que c'est pareil dans toutes les matières, vous commencez toujours du plus simple vers le plus complet et le plus difficile. Alors, le plus simple n'est pas forcément toujours le plus simple, mais en tout cas, c'est le plus accessible. Donc la chose où il y aura le moins besoin de connaissances. Là, c'est un petit peu l'idée aussi, il n'y a que deux données, donc on va pas aller très loin. Il y a d'ailleurs une dernière donnée qui est la vitesse de course. On vous dit que les deux, ils vont à une vitesse de 80 km/h. Je vous conseille, de la même façon, de bien écrire le nom des grandeurs. J'avais déjà pu le dire dans d'autres vidéos, c'est quelque chose que vous oubliez souvent et en fait le fait de mettre les noms de grandeurs va vous permettre, quand vous allez avoir la formule, de ne pas vous tromper. Et donc première question, calculer l'énergie cinétique, donc du coup du gnou d'abord, non de la lionne. Donc l'énergie cinétique de la lionne, je vais mettre ici EC lionne. EC pour énergie cinétique. L'énergie cinétique, la formule on la connaît, je vous rappelle qu'elle serait donnée 1/2 de mv carré, même si au final elle n'est pas très difficile à retenir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, l'énergie cinétique, il faut que vous reteniez que c'est l'énergie du mouvement. Quand je marche là par exemple, je suis en train de développer une énergie. Cette énergie sera d'autant plus importante que ma vitesse est grande. Donc, ça paraît logique, si ça va être un petit peu idiot, mais si je fonce dans un mur à 10 km/h ou à 30 km/h, je ne me ferai pas du tout les mêmes dégâts. Donc plus je vais vite, plus je vais acquérir d'énergie cinétique. Et plus cette énergie est importante, plus en cas de choc, ça me ferait mal. Aussi, et c'est ce qu'on verra un peu plus tard, plus vous avez d'énergie cinétique, donc d'énergie de vitesse, plus il est difficile de vous sortir de votre mouvement. C'est-à-dire que si je cours à 10 km/h ou si je cours à 30 km/h, dans un cas, à 30 km/h, vous aurez plus de mal à me sortir de ma trajectoire. C'est ce qu'on appelle le principe d'inertie, soit dit en passant, et il est entre autres dû à l'importance de l'énergie que vous avez sur vous. Cette énergie cinétique va dépendre de deux choses. De la vitesse, ça paraît logique. Plus je vais vite, plus je mobilise d'énergie. Mais va aussi dépendre de la masse. Donc, plus vous allez être lourd, plus vous allez avoir besoin d'énergie pour bouger. Ça paraît carrément logique. Hein. Il sera beaucoup plus facile de faire 50 kg et de faire un marathon de 42 km à ce moment-là que de faire 100 kg et de faire ce même marathon. Dans un cas, d'ailleurs, je peux vous le dire, vous consommerez constamment 2 fois plus d'énergie. Donc, il vous faudra... Naturellement, si vous êtes plus lourd, vous avez de base plus d'énergie à fournir, vous pouvez en fournir plus, mais vous n'avez pas forcément 2 fois plus d'énergie que quelqu'un qui en fait 50 kg.
Donc attention à ça. On s'aperçoit avec cette formule que la vitesse a davantage d'importance que la masse. Parce que vous voyez, la vitesse ici, elle est au carré. Si j'ai une vitesse de 2 mètres par seconde, que je double cette vitesse, non, je ne vais pas prendre 2, je vais prendre 3, et que je double cette vitesse à 6 mètres par seconde, eh bien, au carré, je vais avoir 9, alors qu'ici, je vais avoir 36. Donc, ici, j'ai fait x2 sur la vitesse, alors qu'ici, j'ai fait x4 sur la vitesse au carré. Donc, aller 2 fois plus vite me fait avoir 4 fois plus d'énergie. Donc voilà pourquoi quand je vous dis la vitesse va avoir plus d'impact sur l'énergie, c'est effectivement le cas ici. Plus j'ai de vitesse, plus j'aurai d'énergie, et c'est même pire que ça, si je double ma vitesse, j'ai 4 fois plus d'énergie. Par contre, si je double ma masse, j'ai 2 fois plus d'énergie, pas plus. Donc, pourquoi par exemple, tiens, on peut commencer à faire quelques petites conséquences physiques de tout ça. Pourquoi quand on fait un combat de sumo, on a besoin d'être très lourd? Parce que du coup, le fait d'être très lourd va faire que je vais avoir de base une très grande énergie. Alors vous allez me dire, oui, mais si le but c'est pas d'avoir de vitesse, oublions pour l'instant la vitesse. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que plus vous êtes lourd, plus de base sur vous, vous avez de l'énergie. Donc, si vous bougez ne serait-ce qu'un peu, vous aurez beaucoup plus d'énergie qu'une personne qui fait 2 fois moins de kilos, 2 fois moins de masse que vous en aura. Donc, vous en faites 100, la personne en face de vous, elle en fait 50. Si vous bougez un petit peu, vous déployez 2 fois plus d'énergie que la personne qui aurait bougé elle aussi un petit peu. Forcément, si vous déployez 2 fois plus d'énergie, quand vous poussez quelqu'un, vous le poussez avec 2 fois plus d'énergie. Donc du coup, il bougera beaucoup plus. Donc voilà pourquoi il faut être lourd dans des sports comme ça, où le but c'est de justement ne pas bouger. Et donc déployer un maximum d'énergie sans trop bouger. Et bien pour déployer ici un maximum d'énergie sans trop bouger, il faut donc avoir une grande masse. Et par contre, il y a d'autres sports où c'est l'inverse. Le but, c'est d'avoir une grande énergie, mais de beaucoup bouger. Dans ce cas-là, on se doute bien que plus on est lourd, plus c'est difficile de bouger. Donc il vaudra mieux être fin, parce qu'en plus, on le voit bien, on le voit là. Plus ma vitesse sera grande, plus mon énergie sera grande, et surtout, je vois que la vitesse ici varie au carré. Donc si je vais 2 fois plus vite, j'ai 4 fois plus d'énergie. C'est beaucoup plus rentable que d'être 2 fois plus lourd, par exemple, qui me donnerait que 2 fois plus d'énergie. Donc j'espère que j'ai été assez clair là-dessus. De toute façon, on va revenir là-dessus au fur et à mesure de l'exercice. Donc, 1/2 de mv carré, attention. Et ça, c'est quelque chose, c'est la première des erreurs que vous allez faire, c'est certain. Les masses en physique, toujours en kilogrammes. En chimie, c'est souvent plutôt en grammes. Et les vitesses, toujours en mètres par seconde. Attention là-dessus. Si vous me laissez une vitesse en kilomètres par heure, vous aurez tout faux. Et ce serait quand même dommage. Donc, comment on fait pour passer des kilomètres par heure en mètres par seconde? Je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous rappelle qu'il faut diviser par 3,6. Pour avoir du coup le résultat, donc je fais 80 divisé par 3,6 et ça fait du coup 22,2 mètres par seconde. Donc une vitesse de 80 km par heure, ça revient à aller à 22,2 mètres par seconde. Je mets ça dans la formule. 1/2 de la masse, c'était, on parle de la Lyon ici, donc 130, je laisse, c'est en kilogrammes, aucun problème. Et ensuite, 22,2 que je mets au carré. Vous faites ce calcul-là et vous avez répondu à la première question. Mathématiquement parlant, c'est la seule chose quasiment que vous aurez à faire dans un exercice comme ceci. Donc j'espère que là-dessus, ça ne vous posera pas de problème. Je vais arrondir pour faire des résultats plus lisibles. 32 000 joules. Attention, n'oublie pas, je suis en train de parler d'une énergie. L'énergie est toujours en joules. Ne vous plantez pas là-dessus. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il faut faire attention aux masses en kilogrammes et les vitesses en mètres par seconde, parce que sinon, à la fin, vous n'avez pas des énergies en joules. Donc voilà pour la Lyon. Pour le GNU, c'est tout bête. Vous faites la même chose. Les deux vont à la même vitesse, donc c'est 1/2, sauf qu'attention, la masse n'est pas la même. Elle est de 250 kg pour le GNU. Donc 250 que je multiplie par 22,2 au carré. On n'oublie pas ça. Et là, ça fait 62 000 joules. Encore une fois, que j'arrondis. Donc, ça paraissait logique. Pareil, dans un truc comme ça, surtout, essayez de re-regarder votre résultat. Imaginez que vous vous soyez planté. L'idée, ça va être de regarder si c'est bien logique avec ce qu'on a trouvé. Le GNU a un peu plus que 2 fois plus de masse que la Lyon. Or, on sait que l'énergie cinétique, c'est 1/2 de m fois v carré. Si je suis 2 fois plus lourd, j'ai 2 fois plus d'énergie. Est-ce que c'est ce qui se passe? 32 000 joules pour la Lyon, 62 000 pour le GNU. C'est globalement, du coup, 2 fois plus. Donc, c'est bon, tout va bien. On ne s'est pas planté là-dessus. Voilà, n'oubliez pas ça.
Parce que sinon, si vous vous plantez, l'idée c'est d'être capable de se relire et de corriger vos fautes. Donc ça, 2 premières questions, il ne faut pas que ça vous pose de soucis. C'est juste une application de la formule avec une petite conversion pour voir si vous aviez bien pris en compte la notion le fait que la vitesse est en km/h. Une fois que vous avez ça, donc on peut peut-être garder ça de côté, on retient que l'énergie cinétique du GNU, ça va être du coup 62 000 joules, et l'énergie cinétique de la Lionne, ça va être du coup 32 000 joules. Voilà, on n'oublie pas les unités, et à partir de là, ça vous complète votre brouillon du début. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les premières questions étaient forcément pas simples, mais en tout cas, vous mobilisent beaucoup moins de quantité d'informations. Parce qu'au début, je n'avais que ces 3 informations-là. Maintenant, à cause des 2 premières questions, j'ai 5 informations. Donc plus ça va aller dans le problème, plus je vais multiplier les informations, et forcément, si je multiplie les informations, ben, je me retrouve derrière avec parfois cette question, qu'est-ce que j'utilise? Donc, retenez, là j'ai des énergies, là j'ai des masses, là j'ai des vitesses, il faudra juste être capable de bien mobiliser ça quand il faudra. Alors, la question 3 qui vient, c'est qui aura le plus de mal, du coup, à faire des changements de direction? Ça, c'est le principe d'inertie. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu. En seconde, c'est quelque chose que vous avez tendance à voir sans problème. Donc, le principe d'inertie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'on a envie de persévérer dans notre mouvement. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez, vous faites du vélo. Votre vélo, à un moment donné, vous arrêtez de pédaler. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous continuez en ligne droite, là où vous étiez en train d'avancer déjà dès le début. Au fur et à mesure, certes, vous allez freiner et vous arrêter à cause des frottements avec le sol, mais dans l'idée, en fait, vous allez continuer, persévérer dans votre mouvement que vous aviez au début. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore par rapport à ça? Vous souhaitez arrêter quelqu'un en vélo, pas de problème, il n'est pas très lourd. Il persévère certes dans son état qui était un état où il était en train d'avancer, mais il sera pas trop difficile à arrêter, parce que son énergie cinétique ne sera pas très grande. Par contre, essayer d'arrêter un train à main nue, lui, il aura une grande énergie cinétique, donc ce qu'on appellera une grande inertie en plus. On pourra dire que quand on a une grande énergie cinétique, on a une grande inertie. Eh bien, cette inertie-là va faire que vous aurez beaucoup de mal à l'arrêter à main nue. D'ailleurs, je vous déconseille d'arrêter à main nue un train, bien sûr, mais dans l'idée, plus vous avez quelque chose de lourd, plus vous persévérez dans votre mouvement. Et quand vous persévérez dans votre mouvement, eh bien, c'est difficile de vous faire changer de direction ou de vous faire, du coup, tout simplement avancer ou reculer comme on le veut, par exemple. Donc là, qui aura le plus de difficultés à faire des changements de direction? Le GNU. Parce qu'il mobilise beaucoup d'énergie et que si d'un seul coup, il veut changer de direction, il va falloir qu'il passe d'une énergie de 62 000 joules, par exemple, là il était en train de courir en ligne droite, il avait 62 000 joules d'énergie, il faut que d'un seul coup, changement de direction oblige, je passe à une vitesse nulle, et de cette vitesse nulle qui me fait que je m'arrête, je prends appui pour changer de direction. Et donc, il va falloir passer de 62 000 joules à 0 joules, puis de nouveau à 62 000 joules dans une autre direction. Ça demande beaucoup d'efforts, c'est difficile à faire. Plus j'ai d'énergie, plus je vais avoir du mal à freiner. Donc forcément, c'est lui qui aura du mal à faire des changements de direction. Voilà pourquoi du coup la Lionne, il faut qu'elle prenne ça en compte. Si d'un seul coup, le GNU se sent piégé et qu'en face de lui, il a des lions, il faut penser que le GNU, naturellement, il ne pourra pas aller ni à gauche ni à droite comme il le veut. Il va devoir continuer en ligne droite. Donc si il ne pense pas à ça, il faut qu'il se dise que, attention, le GNU ne peut pas changer de direction, je vais me prendre 62 000 joules d'énergie sur moi. Est-ce que je suis capable d'encaisser quelque chose comme ça? Ça peut être intéressant, si le but c'est de le piéger, donc du coup on sait qu'il va arriver là, j'ai plus qu'à le cueillir. Si par contre je n'ai pas la capacité de l'arrêter, il faut que je fasse gaffe parce que lui non plus n'aura pas la capacité de s'arrêter. Imaginez un troupeau d'éléphants en train de courir vers vous, dites-vous que même si le troupeau d'éléphants souhaitait s'arrêter à un moment donné pour éviter de vous écraser, s'ils s'arrêtent trop tard, eh bien ils ne pourront pas s'arrêter à temps puisqu'ils auront mobilisé beaucoup trop d'énergie, donc ils auront trop d'énergie, vous ne pourrez pas vous arrêter. Et je finis avec mes exemples comme ça, mais vous regardez le 100 mètres. Sur un 100 mètres, les coureurs ne s'arrêtent pas immédiatement après avoir passé la ligne. Ils continuent à courir encore quelques dizaines de mètres, le temps justement de passer d'une grande énergie cinétique à une plus petite énergie cinétique, puis 0, qui est l'arrêt total. Ils ne peuvent pas s'arrêter directement, puisque sinon c'est leur genou qui prendrait de gros dégâts, puisqu'il faudrait qu'ils encaissent toute leur énergie cinétique. Voilà pour ça. J'espère que j'étais assez clair au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, j'essaye de donner des petites notions physiques derrière pour que ça vous paraisse important comme notion et que ça donne du sens à ce que vous apprenez. Quel animal se fatiguera le plus vite? Alors ça, pareil, pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour maîtriser ça. Regardez bien, ici j'ai le GNU qui mobilise 62 000 joules à chaque fois qu'il a envie de courir à 80 km/h.
La lionne, elle mobilise 32 000 joules. On se doute bien, celui qui mobilise le plus d'énergie est évidemment celui qui se fatigue le plus vite. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pour un chasseur, un prédateur comme le lion, il sait qu'il a juste à faire quoi? Il a juste à faire courir le gnou. Et a priori, le gnou se fatiguera 2 fois plus vite que la lionne. Bien évidemment, ça ne se passe pas exactement comme ça dans la nature pour 2 raisons principales. La première raison, c'est qu'un félin, c'est pas vraiment fait pour courir comme le gnou. Alors je crois que ça fait partie de la famille des cervidés. C'est une famille du coup qui a tendance à avoir une bonne endurance. Le félin, c'est pas trop le cas. Il fait des points d'accélération. C'est pas trop son truc en fait de faire des courses à long terme. Donc dans l'idée, ils vont chasser en meute et étape par étape, il y a un groupe qui va le faire courir, puis après un autre groupe qui attendait plus loin qui va le refaire courir. Et en fait, le gnou va se fatiguer sans que les lions aient trop à se fatiguer. N'oublions pas que le but quand même, c'est qu'à la fin, ils puissent manger. Donc regagner davantage d'énergie qu'ils n'en ont perdu à chasser. S'ils perdent plus d'énergie à chasser qu'à se nourrir, dans ce cas-là, ils meurent, bien sûr. Partie 2 de cet exercice. Donc ça, bon voilà, on a 2 petits calculs simples, un petit peu d'explication physique, rien de spécial pour l'instant. On vous dit que le gnou, il est pris au piège et qu'il décide de sauter du haut d'une falaise de 14 mètres. Bon, sacrée falaise, mine de rien. Donc il est là, le gnou, alors je vais faire ça avec mes talents de dessinateur, bien sûr, comme d'habitude. Touc, touc, voilà. Et notre petit gnou ici, il est à 14 mètres de hauteur. Son objectif, il va être de faire quoi? Il va être de sauter et d'arriver ici tout en bas. Alors, s'il veut arriver tout en bas, il a du coup de base en lui, il faut penser à ça. Au début, quand il va sauter, il n'aura pas de vitesse. Il saute, voilà, il se laisse tomber. Donc, à la base, son énergie cinétique, quand il est là-haut, elle est nulle. Puisque j'ai pas de vitesse. Par contre, faut pas oublier quelque chose, je prends le gnou d'ici, je le lâche, qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Je prends par contre mon stylo que je pose sur le rebord de mon tableau, je le lâche, il ne tombe pas. Pourquoi il ne tombe pas? Parce que, alors je pourrais le mettre par terre aussi sinon, mais si vous mettez un objet par terre, il ne peut pas plus tomber qu'il n'est déjà tombé. Donc il faut comprendre, ça c'est la notion d'énergie potentielle. L'énergie potentielle, sa petite formule, c'est M fois G fois H. Alors, qu'est-ce que ça vous dit ça? Ça vous dit que vous aurez davantage d'énergie en vous. En fait, c'est une énergie, on l'appelle potentielle parce que c'est une énergie que vous avez sans l'avoir. Alors, c'est un petit peu bizarre ce que je suis en train de dire. Vous êtes en train, par exemple, de marcher sur le toit de la Tour Eiffel. Si potentiellement je vous pousse du toit de la Tour Eiffel, vous allez faire une sacrée chute avec une grande vitesse et vous allez mourir. Bon, c'est triste, et du coup, dans l'idée, c'est une énergie que vous avez en vous. Potentiellement, si je vous pousse, ça ne se passera pas très bien. Mais si je ne vous pousse pas, il ne se passe rien de plus que quelqu'un qui est du coup au sol. Donc, c'est une énergie que l'on va pouvoir utiliser si notre but, c'est de passer d'une hauteur à une autre hauteur. Donc, et là, c'est exactement ce qui se passe. Le gnou a en lui une certaine quantité d'énergie. Cette énergie, du fait qu'il a envie de sauter, il va devoir l'utiliser. Et quand il va tomber ici, il n'aura plus cette énergie. Il va falloir comprendre du coup ce qui s'est passé. Donc là, l'énergie potentielle vous dit que plus vous êtes lourd, plus vous êtes sur une planète qui vous attire, et plus vous êtes haut, plus vous avez d'énergie en vous. Ça paraît assez logique. Par exemple, ici, la Lune, par exemple, ici, la Terre. La Terre vous attire davantage que la Lune ne le fait, c'est ce qu'on appelle, c'est à cause, entre autres, de l'intensité de la pesanteur, le fameux petit G qui est là et qui vous sera toujours donné, vous inquiétez pas. Si vous faites, peut-être avez-vous déjà vu des vidéos là-dessus, si vous faites un petit saut sur Terre, un petit saut d'une 50aine de centimètres, comme ça, hop, et que vous faites ce même saut mais sur la Lune, sur la Lune, vous ferez un saut, a priori, je crois quasiment 6 fois plus haut. Donc, un saut de 50 cm sur la Terre vous fait faire un petit saut, du coup, de 3 mètres sur la Lune. C'est pas rien, pourquoi? Parce que la Lune vous attire, je crois, 6 fois moins que la Terre. Donc, potentiellement, ici, du fait que vous ayez moins d'attraction, la Terre vous attire moins vers elle, la Lune, pardon, vous attire moins vers elle, donc du coup, elle vous laisse davantage de liberté. Là, c'est ce qui va se passer. Si le gnou avait sauté depuis une falaise qui était sur la Lune, il aurait subi moins de dégâts à la fin, puisque la Lune l'attire moins. Donc dans ce cas-là, il aurait moins subi de dégâts à la fin, puisque moins d'énergie d'attraction. Et à l'inverse, si le gnou voulait sauter, était en bas et voulait sauter au-dessus d'une falaise de 14 mètres sur Terre, c'est même pas la peine d'y penser, puisqu'un saut de 14 mètres dans la nature, ça n'existe pas. Et par contre, s'il était sur la Lune, peut-être que ce serait possible.
puisque du coup, il est moins attiré, donc la Lune l'attire moins vers elle, donc il peut davantage s'extirper de sa gravité. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Donc l'énergie potentielle est une énergie que vous avez en vous suite à une élévation de votre hauteur. Et c'est une énergie qui va être d'autant plus importante que vous serez lourd, et en plus de ça, que vous serez sur une planète qui vous attire beaucoup. Alors, le débat Lune-Terre finalement n'a pas lieu d'être, puisque dans la grande majorité des cas, la physique s'applique sur Terre pour nous. Donc le G ne changera quasiment jamais. Et la masse, du coup, et votre hauteur, ça c'est des choses qu'on pourra avoir assez facilement. Donc, ici, l'énergie potentielle du GNU, c'est-à-dire l'énergie que potentiellement il peut mettre en œuvre quand il va sauter, elle est importante puisqu'elle est de 250 fois 9,81, G vaut 9,81, que je multiplie par la hauteur qui fait 14 mètres. Attention, distance, toujours en mètres. Tout comme les vitesses qui étaient en mètres par seconde. Et ça fait du coup ça 34 000 joules. Environ, encore une fois, je ne m'embête pas avec les chiffres derrière. Toujours pareil, c'est une énergie. Donc, joules, n'oubliez pas ça. Donc ça veut dire quoi? Au début, le GNU, il est en haut de la falaise, il ne bouge pas d'énergie cinétique, pas d'énergie de vitesse. Par contre, même s'il ne bouge pas, il est à 14 mètres de haut. S'il saute, ça peut faire mal. L'énergie, justement, qui risque de lui faire mal, le fait qu'il sait qu'il va avoir mal en sautant, c'est parce qu'il a une grande énergie potentielle. Quand il va arriver en bas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, son énergie potentielle est nulle. Puisque si je suis en bas, ma hauteur, elle est de 0 par rapport au sol. Et en plus de ça, en plus d'être à 0, on se doute bien qu'une fois que j'ai touché le sol, je ne peux plus tomber plus bas. Donc, je n'ai plus potentiellement, si on me pousse, j'irai pas très bas, je sauterai pas, puisque il n'y a rien, il n'y a pas de falaise, il n'y a plus rien. Donc, je n'ai plus d'énergie potentielle. Par contre, mon énergie cinétique, est-ce que je tape le sol à vitesse nulle? Eh bien non. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au fur et à mesure, l'énergie potentielle va diminuer. Elle va diminuer d'ailleurs comme ceci. Et cette énergie potentielle, donc ça c'est l'énergie potentielle. Donc au fur et à mesure, je perds de la hauteur, donc du coup mon énergie potentielle va diminuer pour atteindre à la fin 0. Par contre, au fur et à mesure que je vais tomber, je vais accélérer, ma vitesse va augmenter et je vais avoir du coup une énergie cinétique qui augmente. La question c'est, jusqu'à où elle augmente cette énergie cinétique? Eh bien, elle va augmenter jusqu'à une limite. Cette limite était fixée par l'énergie potentielle. Je ne peux pas toucher le sol avec une énergie supérieure qu'avec l'énergie avec laquelle j'étais parti au début. Si au début j'avais 34 000 joules, à la fin, je ne peux pas avoir plus que 34 000 joules. Je peux avoir moins. Pourquoi je peux avoir moins? Parce qu'il faut penser que potentiellement ici il y a des frottements avec l'air, dissipation d'énergie dans l'air. Mais imaginons pas de frottement, je saute dans le vide. Ici, du coup, j'avais 34 000 joules, je finis avec 34 000 joules. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie mécanique. L'énergie mécanique qu'on appellera EM, c'est du coup la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. C'est les deux en même temps. Et en fait, chose qui est intéressante, vous voyez ici, au fur et à mesure, si je prends ce point-là, que je l'additionne avec ce point-là, ça fait ce point-là. Si je prends ce point-là, que je l'additionne avec ce point-là, ça fait ce point-là. Bon, c'est mal fait mon truc, mais dans l'idée, ça fait ça. Si je prends ce point-là, que je l'additionne avec ce point-là, ça fait ce point-là. Et ainsi de suite. L'énergie mécanique, c'est justement cette petite courbe que j'ai mis en pointillé bleu. C'est une énergie qui, normalement, quand il n'y a pas de frottement avec l'air, se conserve. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si je suis parti avec 34 000 joules d'énergie, j'arrive à la fin avec 34 000 joules d'énergie. Et si à la base j'étais parti avec 34 000 joules d'énergie potentielle et 1000 joules d'énergie cinétique, donc 35 000 joules en tout, je serais arrivé à la fin avec 35 000 joules d'énergie cinétique seulement. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses. Un transfert d'énergie et une conversion d'énergie. C'est-à-dire que ici, je vais dire la même chose, un transfert d'énergie et une conservation de l'énergie. Ici, vous avez la même quantité d'énergie au début que vous n'avez d'énergie à la fin. Et en plus de ça, j'ai une énergie potentielle de 34 000 joules qui s'est transformée en une énergie cinétique de 34 000 joules. L'énergie que j'avais parce que j'étais en hauteur s'est transformée en énergie de vitesse. Voilà ce qu'il faut retenir là-dedans. Et
La somme des deux, 0 plus 34 000, est bien égale à 34 000 plus 0. L'énergie mécanique est la même au début et à la fin. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer d'écrire un petit peu après. Mais dans l'idée, voilà ce que vous devez comprendre. Si vous êtes capable d'écrire ce genre de choses-là, c'est déjà une très bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir retenir de ça? Eh bien, regardons la question pour être sûr de notre coup. Quelle est l'énergie potentielle du GNU? 34 000 joules, c'est fait. Ensuite, il saute sans vitesse initiale. Question, à quelle vitesse je tape le sol? Eh bien ça, c'est intéressant comme question. C'est le raisonnement que je viens de tenir. Je sais qu'au début, je n'avais pas d'énergie cinétique, mais j'avais une grande énergie potentielle. À la fin, j'ai plus d'énergie cinétique, de potentiel, pardon, mais j'ai de l'énergie cinétique. Or, qu'est-ce que je sais? Ben, je sais, je vais peut-être pas tout effacer, mais je sais que l'énergie cinétique, c'est 1/2 de m fois v au carré. Et ça, c'est intéressant parce que l'énergie cinétique, ça y est, je l'ai, elle est là-bas. La masse, je l'ai, c'était 250 kg. Et ben, j'ai plus qu'à trouver la vitesse. Ça, c'est la compétence mathématique la plus difficile de ce chapitre. Alors regardez, on va essayer en même temps de résoudre l'équation. Peut-être que ce sera l'occasion que je fasse une vidéo sur comment on fait pour résoudre des équations, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous pose problème pour beaucoup. J'ai le 1/2 qui est ici. On commence toujours par se débarrasser de ce qui est le plus à l'extérieur de l'inconnu qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est V. Qu'est-ce qui est le plus à l'extérieur? C'est le 1/2. Je l'enlève et je le passe de l'autre côté. Alors 1/2, comment je fais pour enlever ce truc-là? Le 1/2, déjà, il est multiplié par le m. Comment je fais pour enlever un truc qui est multiplié? Quand vous avez, par exemple, je sais pas, là, EC égale 2 fois x. Vous voulez enlever le 2. Il est multiplié. Je divise le 2. Là, c'est la même chose. Si je divise à droite, je divise à gauche. Et bien là, il faut que le 1/2, je le passe de l'autre côté. Donc il faudrait que je divise par 1/2. Ah oui, mais diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Diviser par 1/2, ça revient à multiplier par l'inverse de 1/2. L'inverse de 1/2, c'est quoi? C'est 2 sur 1. N'oubliez pas l'inverse d'un nombre. L'inverse de 3, c'est 1/3. L'inverse de 5, c'est 1/5. L'inverse d'un nombre, c'est 1 sur ce nombre. Mais l'inverse de 1/3, c'est 3. L'inverse de 1 sur quelque chose, c'est quelque chose. L'inverse de 1 sur 3, c'est 3. L'inverse de 1 sur 5, c'est 5. Ça va dans les deux sens, bien sûr. Donc, si je divise par 1/2, je multiplie par 2 sur 1. Ah oui, mais 2 sur 1, c'est 2. Donc en fait, et là on s'en doute un petit peu, j'ai une fraction. Si je la multiplie par 2, cette fraction, là j'ai 2 fois 1 qui fait 2. 2 divisé par 2 donne 1. Ça y est, c'est comme s'il était parti. Si je multiplie par 2 à droite, attention, n'oubliez pas, je fais la même chose à gauche. Donc j'ai 2EC qui est égal à m fois v au carré. Ok, maintenant, le v au carré n'est toujours pas seul. Le v n'est toujours pas seul. Le m m'embête. Il est multiplié par v. Je le divise. Je divise par m à droite, je divise par m à gauche. Ça fait donc du coup 2EC sur m est égal à v au carré. Le carré m'embête. J'enlève le carré en mettant une racine à gauche, une racine à droite. J'ai donc v qui est égal à racine de 2EC sur m. Je vous rappelle que quand on met à la racine, potentiellement, il existe aussi une deuxième solution, qui est la solution négative. Ici, pas besoin de m'y intéresser, puisqu'une vitesse est forcément positive, et comme une vitesse est forcément positive, je ne peux pas avoir de solution négative. Chose intéressante, ce résultat qui est là, il est valable tout le temps. Donc, l'apprenez pas par cœur, s'il vous plaît. Essayez de savoir refaire quelque chose comme ça, ce serait très intéressant, surtout si vous visez une seconde générale l'année prochaine. Et si vous savez refaire ça, entraînez-vous à le refaire pour bien le retenir. Et cette formule-là est valable tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vous donne une énergie cinétique et une masse, vous êtes capable de trouver une vitesse. Donc qu'est-ce qu'il suffit que je fasse maintenant? C'est tout bête. V, c'est donc égal à racine de 2 fois 34 000 divisé par 250, la masse du GNU. Et si je fais ça, je trouve 16,5 mètres par seconde. Attention, la question était, mettez ça en kilomètres par heure. Tout à l'heure, si vous avez retenu, pour passer des kilomètres par heure en mètres par seconde, je divise par 3,6. Du coup, si je veux passer des mètres par seconde en kilomètres par heure, je multiplie par 3,6 et ça fait du coup à peu près 60 km par heure.
Donc là, je suis en train de vous dire que le gnou, il saute de la falaise à vitesse nulle, il tape le sol à 60 km/h. Ensuite, du coup, on vous dit si la lionne saute en même temps, est-ce qu'elle peut arriver avant le gnou? Donc vous imaginez avec un super dessin, encore une fois, j'ai mon gnou qui est ici, il saute, on a vu qu'il arrivait au sol à 60 km/h, attention, hein, au fur et à mesure sa vitesse augmente bien sûr, pour atteindre au maximum 60 km/h. Je ne peux pas savoir là, ici, à quelle vitesse je serai. En fait, si. Puisque si je suis ici, disons que j'ai fait 7 mètres, bon bah, il suffirait que je calcule l'énergie potentielle pour un saut de 7 mètres et j'en déduis la vitesse, comme tout à l'heure. Bon, je pourrais, mais je ne vais pas le faire ici. Et donc ça, c'est le gnou. Et puis la lionne, la question c'est, tiens, bah, elle saute en même temps, elle. Toc. Voilà, bon, bah, ça ressemble un petit peu. Elle saute en même temps. Question, est-ce qu'elle peut arriver avant? Eh bien, non. Sauf si, de base, elle saute avec une certaine vitesse. Imaginez qu'elle se propulse pour sauter. Là, dans ce cas-là, elle aurait dès le début une énergie cinétique. À cause du fait qu'elle a une vitesse, elle aurait peut-être, je ne sais pas, 3000 joules d'énergie, donc une certaine vitesse initiale. Avec sa vitesse initiale, elle peut peut-être espérer rattraper le gnou. Imaginons qu'elle saute de la même façon. Elle a un petit peu peur, elle saute en se laissant tomber, donc elle évite quand même de faire un saut avec une vitesse initiale. Elle ne pourra jamais rattraper le gnou. Et là, vous allez me dire, attends, c'est bizarre parce que le gnou, énergie potentielle initiale, 34 000 joules. Énergie cinétique finale, 34 000 joules. La lionne, énergie potentielle initiale, je ne la connais pas, mais c'est M fois G fois H, qui est du coup, c'était 130 kg multiplié par 9,81 multiplié par 14 mètres. Si vous faites ce calcul-là, vous trouvez en gros 18 000 joules. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va taper le sol avec une énergie cinétique de 18 000 joules. Question du coup, mais si elle tape le sol avec une énergie cinétique de 18 000 joules, elle ne peut pas avoir la même vitesse finale que le gnou. Eh bien en fait, si, elle peut avoir la même vitesse. Sachez une chose, quand il n'y a pas de frottement dans l'air, eh bien la chute des corps est indépendante de la masse des objets. Ça veut dire que ces deux animaux qui sont là, peu importe leur énergie potentielle de départ, pourquoi cette énergie potentielle, elle est juste là pour vous dire « Attention toi, t'es lourd, n'oublie pas. Donc, tu vas te faire mal en arrivant. Toi, t'es moins lourde. Donc, du coup, tu vas moins te faire mal. » Voilà ce que ça vous dit seulement l'énergie potentielle. Et à la fin, vous pouvez en déduire l'énergie cinétique. Ok, certes. L'énergie cinétique, du coup, à la fin, du gnou, de la lionne, va être moins importante que l'énergie cinétique du gnou. Oui. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle va moins vite que lui. C'est pas parce que j'ai moins d'énergie cinétique pour la lionne que j'ai moins de vitesse que le gnou. Non, n'oubliez pas que l'énergie cinétique c'est 1/2 de m fois v au carré. Oui, il y a la vitesse qui joue, mais il y a aussi la masse, n'oublions pas. Et elle est 2 fois moins lourde, la lionne, que le gnou. C'est normal du coup qu'elle ait 2 fois moins d'énergie. Donc, elle aura moins d'énergie, mais elle aura la même vitesse. Je vais vous le prouver là, juste après. Donc, ils vont tomber à la même vitesse, mais vous pouvez le retenir, la chute des corps n'est pas soumise à la masse des objets. La masse n'intervient pas dans la chute d'un corps. Je peux faire tomber une boule de bowling ou une boule de billard, qui ne sont pas du tout les mêmes, hein, parce qu'il y en a une qui fait quelques kilos et l'autre qui fait plutôt quelques centaines de grammes. Les deux vont tomber à la même vitesse et vont taper le sol à la même vitesse. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, je préfère me prendre sur la tête une boule de billard qu'une boule de bowling. Parce que il y en a une qui aura une grande énergie cinétique et l'autre qui aura une moins grande énergie cinétique. Donc le choc sera moins important. Le choc dépend de votre énergie cinétique, mais votre vitesse ne dépend pas de votre masse. J'espère que c'est assez clair. Regardez, on vient de montrer juste avant que la vitesse, là, la vitesse c'était racine de 2 fois EC divisé par la masse. Alors faites gaffe, je ne vais pas exactement trouver le même résultat. Pourquoi? J'arrondis depuis le début, donc il se peut que à pas grand chose près, je ne trouve pas tout à fait la même chose. Mais dans l'idée, ce sera pareil. Donc si je fais racine de 2 multiplié par 18 000 que je divise par 130, je trouve 16,6 que je multiplie, c'était par 3,6 pour trouver 100 km/h, je trouve 60 km/h.
Vous voyez, la physique est bien faite quand même, heureusement, enfin c'est surtout les mathématiques en l'occurrence là, la vitesse de chute ne dépend pas de la masse. Donc, est-ce que la lionne peut espérer rattraper le gnou? Impossible, sauf si, de base, elle se propulse pour sauter, et donc dans ce cas-là, elle saute avec une certaine vitesse initiale. Sinon, impossible qu'elle puisse rattraper le gnou, puisque au mieux, ce qu'elle peut faire, c'est sauter à la même vitesse que le gnou. C'est tout. Voilà pour ça. Donc si vous retenez ça, c'est une très bonne chose. Ça paraît un résultat un peu étonnant, mais retenez que l'énergie cinétique va mesurer en gros l'impact, alors que ça ne mesure pas directement la vitesse. Faites gaffe à ça à cause de la masse, entre autres. Donc qui subira le plus de dégâts de chute? C'est bien sûr le gnou, on s'en doute bien, il est plus lourd, donc du coup il subit 34 000 joules. Si vos tendons ne sont pas capables de supporter 34 000 joules, et de traduire ça par un échauffement, dans ce cas-là il y a une rupture, et c'est cassé bien sûr, et c'est pas la bonne idée pour s'en sortir. Dernière partie de cet exercice. Là on va faire un petit peu le même genre, mais à l'inverse. La question c'est, le gnou, donc on vous dit, il est toujours vivant, et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Eh bien il est là. Et cette fois-ci il fait l'inverse. Il veut monter, il veut grimper une petite colline de 350 cm. Vous remarquerez, c'est fait exprès, là c'est typiquement un truc de prof. On vous donne une distance en centimètres, vous vous doutez bien, si vous avez bien bossé, il faut laisser les choses en mètres. Donc ça, vous me le transformez tout de suite en mètres. Ça, c'est un petit réflexe que vous pouvez vous prendre pour éventuellement vous mettre en confiance dans un exercice. Vous voyez tout de suite que les unités vont pas, vous les changez, comme ça vous êtes tranquille. C'est peut-être pas utile, mais ça se trouve, ça va l'être. Et là, en l'occurrence, bien sûr, ça va l'être. Question. À quelle vitesse je dois courir pour atteindre, du coup, le haut de la colline? Alors ça, c'est un résultat intéressant. Ça vous dit autre chose aussi. Vous savez, on fait beaucoup donc en sport, le saut en longueur, le saut en hauteur, le saut à la perche, les choses comme ça. Ce sont des sports qui sont soumis justement à cette transformation d'énergie. Je vais avoir une énergie cinétique, grâce à ma vitesse, que je vais transformer en énergie potentielle. Si je n'ai pas assez d'énergie cinétique, je n'aurai pas beaucoup d'énergie potentielle, je ne pourrai pas aller très haut. Ça vous dit donc que si un jour vous arrivez à une vitesse limite, admettons que le corps humain ne puisse pas courir à plus de 40 km/h, si le corps humain est limité à 40 km/h, alors la hauteur d'un saut humain est limitée elle aussi. Vous ne pourrez jamais dépasser une hauteur qui serait du coup directement liée à la limitation de votre vitesse. Si par contre vous me dites, la vitesse d'un humain, elle n'est pas limitée, il peut courir à 130 km/h, pourquoi pas? Et bien dans ce cas-là, la hauteur d'un saut n'est pas non plus limitée. Et pourquoi tout ça? Transfert d'énergie. Tout l'univers, en fait, retenez ça, c'est le chapitre le plus intéressant de l'année parce que tout l'univers, justement, est régi par ces transferts d'énergie. L'énergie qu'il y avait initialement dans l'univers n'a jamais changé depuis la naissance de l'univers. Et bien là, c'est pareil. Tout ce qu'on fait depuis toujours, nous, en tant qu'humains, c'est recevoir l'énergie qu'on nous donne et la convertir en une autre énergie différente. Là, je vais convertir une énergie cinétique en une énergie potentielle. Alors comment je fais? C'est tout bête. Parce que moi, ce que je veux, n'oubliez pas, c'est pas seulement quelle est l'énergie cinétique. Je veux la vitesse à laquelle je dois courir pour atteindre les 3,50 m de haut. Oui, mais si je veux atteindre les 3,50 m de haut, en fait, je sais quelle énergie potentielle il me faut. J'ai mon objectif de visu. Je veux savoir, je sais qu'il fait tant de mètres. Je veux savoir, quand je vais arriver là-haut, j'aurai une énergie potentielle de m fois g fois h qui est égale à 250 multiplié par 9,81 multiplié cette fois-ci par 3,5. Si vous faites ce calcul, vous avez du coup l'énergie que vous devez avoir pour faire ce saut. Donc, 8600 joules. Donc pour faire un saut de 3,50 m quand on est un gnou, il faut développer 8600 joules. L'énergie potentielle que je vais atteindre au final doit être du coup à la base une énergie cinétique de 8600 joules. Si je veux faire ce saut, il me faut au minimum 8600 joules. Vous vous doutez bien qu'il m'en faudra même d'ailleurs un petit peu plus parce que la conversion n'est pas à 100% efficace, c'est-à-dire que je ne vais pas convertir 100% de cette énergie en énergie potentielle. Je vais certainement consommer à cause des frottements de l'air, à cause du fait que mécaniquement le saut il n'est pas parfait. Et donc dans ce cas-là, il y a de l'énergie qui va passer dans la dissipation une dissipation d'énergie qui va se passer dans les muscles. Bref, en tout cas, ce n'est pas 100% effectif. Oublions cette notion et partons du principe que c'est parfait.
Si j'ai 8600 joules d'énergie cinétique, à la fin, j'aurai 8600 joules d'énergie potentielle. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il me fallait pour faire ce saut. Bon, bah, qu'est-ce qu'il suffit que je fasse après? Bah, c'est toujours pareil, en fait. Je veux la vitesse. On l'a démontré tout à l'heure, on ne le remontre pas, hein, bien sûr, hein, on ne va pas faire les choses 10 fois. La vitesse, c'est donc racine de 2 fois 8600 que je divise par, du coup, c'était 250 kg. Et ça y est, ça me donne la vitesse avec laquelle doit courir le gnou pour monter cette colline. Et donc ça fait 8,3, attention 8,3 mètres par seconde. Je multiplie ça par 3,6. Cette fois-ci, c'était pas demandé de mettre ça en km par heure, mais bon, on le fait depuis le début, donc autant continuer. Ça fait donc 30 km par heure. Voilà, n'oubliez pas les unités quand vous mettez des résultats. Donc vous voyez, c'est exactement, en fait, le problème inverse de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au tout à l'heure, et encore même pas, en fait, c'est la même chose. C'est juste qu'au lieu de faire une chute, je fais un saut. Donc, je calcule l'énergie potentielle qu'il va me falloir pour faire ce saut, alors que tout à l'heure, c'était je calcule l'énergie potentielle que j'ai déjà pour faire cette chute. Et j'en déduis la vitesse la vitesse que je dois avoir pour faire ce saut-là. Donc un gnou pourra facilement faire un saut de 3,50 m, puisqu'il faut qu'il court à 30 km par heure. Et on avait vu tout à l'heure, bon, 80 km par heure, c'était peut-être un peu beaucoup, mais un gnou peut tout à fait courir à des vitesses comme celle-ci. Par exemple, vous voyez, si la limite du gnou, c'était 60 km par heure, ça ne veut pas dire, attention, je vous dis, double de la vitesse, est-ce que pour autant ça veut dire que je peux sauter 7 mètres? Non, surtout pas. Ce n'est pas linéaire. Il n'y a pas de proportionnalité là. Il faudra faire le calcul. Mais en tout cas, si le gnou ne peut pas dépasser 60 km par heure, il ne pourra pas sauter à plus que, on va dire, 5-6 mètres de hauteur. Voilà. C'est une limite physique imposée par le fait que l'énergie se conserve. Si je n'ai pas assez d'énergie pour faire un saut, je ne peux pas faire ce saut, tout simplement. Dernière question de cet exercice, et puis ça conclura un petit peu cette vidéo qui devient quand même très longue. À quelle hauteur le gnou pourrait-il sauter avec une vitesse de 40 km par heure? Donc cette fois-ci, bah tiens, c'est exactement la question que je me posais. Cette fois-ci, je vais à 40 km par heure. Question, quelle hauteur je peux faire au maximum? Et ça, c'est exactement ce que se pose comme question un athlète qui va vouloir faire du saut en longueur, par exemple. Quelle est la longueur que je peux espérer sauter, sachant que je vais à telle vitesse? Quelle est la hauteur que je peux espérer sauter si je vais à telle vitesse? Donc, il va falloir qu'il court le plus vite possible pour faire un saut le plus haut possible. L'énergie cinétique, on la calcule, toujours pareil, hein. Je veux savoir à quelle hauteur je vais sauter, donc la hauteur qui est là. Mais la hauteur, je ne peux pas l'avoir comme ça, donc du coup je fais énergie potentielle égale m fois g fois z. Une fois que j'ai m fois g fois z, eh bien, il suffit de trouver le fameux z qui m'intéresse. Z sera égal à, je passe le m de l'autre côté, je passe le g de l'autre côté, EP divisé par m fois g. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce qu'il suffit que je fasse? J'ai l'énergie cinétique, c'est 1/2 de m fois v carré. Rappelez-vous, maintenant ça commence à devenir évident, mais km par heure, il faut que je mette ça en mètres par seconde. Je divise donc par 3,6, ça fait 1/2 multiplié par 250, multiplié par la vitesse en mètres par seconde, qui est donc du coup de 40 divisé par 3,6, et ça fait 11,1. 11,1 mètres par seconde que je mets au carré. Donc là, j'ai juste pensé à mettre la vitesse en mètres par seconde. Donc ça fait 0,5 que je multiplie par 250 que je multiplie par 11,1 au carré, et ça fait une énergie de 15 400 joules. N'oubliez pas encore une fois les unités. Maintenant que j'ai ça, bah ça y est, c'est terminé. Là, regardez, je suis peut-être allé un petit peu vite, mais si l'énergie potentielle c'est m fois g fois z et que je veux la hauteur de saut, eh bien z, c'est EP que je divise par m fois g. Et donc ça fait cette énergie-là cinétique que je viens de calculer va se transformer en énergie potentielle. J'ai donc 15 400 que je divise par la masse, c'est-à-dire 250 et 9,81. Et en fait, c'est quelque chose d'assez logique. La hauteur de mon saut va être inversement proportionnelle à ma masse et à la pesanteur. Plus je suis lourd, plus je vais avoir du mal à sauter. Plus je suis sur une planète qui m'attire, plus je vais avoir du mal à sauter. Vous l'avez vu tout à l'heure. Si je suis sur une planète qui m'attire 2 fois moins, je sauterai 2 fois plus haut avec la même énergie. Voilà pourquoi du coup on a l'impression de voler quand on est sur la Lune, parce que justement, eh bien, nous avons une attraction qui est, donc je vous l'ai dit, je ne sais plus, 6 ou 3 fois plus faible, donc du coup pourrait faire
3 ou 6 fois plus de hauteur avec une même énergie. Donc ça nous fait 15 400 divisé par 250 fois 9,81. N'oubliez pas quelque chose, quand vous faites ce genre de calcul-là, avec votre calculatrice, vous mettez des parenthèses ici. Souvent, vous oubliez de mettre des parenthèses, et en fait, ce qu'elle vous fait comme calcul, la calculatrice, c'est ça. 15 400 que je divise par 250 fois 9,81. Faites attention parce que ça, du coup, c'est faux. Et donc, je peux donc sauter à une hauteur de 6,3 mètres. Donc, au maximum, mon gnou, s'il court à 40 km/h, pourra espérer sauter une hauteur de 6,3 mètres. Et forcément, plus j'augmente la vitesse, plus la hauteur sera importante. Et dans l'idée, l'énergie cinétique due à la course se convertit en énergie potentielle qui correspond à une énergie de saut, donc une hauteur à la fin. Voilà pour ça, il y a beaucoup d'informations. Prenez le temps de bien refaire cet exercice-là, prenez le temps de bien l'assimiler. Si vous maîtrisez un truc comme ça, vous avez tout maîtrisé de ce chapitre. Alors ça fait beaucoup, certes, mais en plus de ça, c'est un investissement que vous pourrez faire si vous allez en seconde générale et surtout après derrière, éventuellement en spé. Comprendre des choses comme ça maintenant et avoir l'intuition maintenant, ça vous aidera énormément plus tard. J'espère que j'ai été assez clair.